19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune participe à Tunis à la première réunion consultative regroupant les dirigeants de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye. L'armée de l'occupation sioniste poursuit ses bombardements sur Gaza. Des dizaines de victimes sont à déplorer au 199e jour de génocide. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, reçoit le directeur général de l'Organisation internationale du travail, Gilbert Oungbo, en visite en Algérie. Et au Maroc, ils étaient des dizaines à se rassembler dimanche soir à Meknès en soutien à la cause palestinienne. Les manifestants ont appelé à mettre fin au génocide et à ouvrir le terminal de Rafah. احنا انطلقنا من الفراغ الموجود حاليا مهام موجهة ضد أي دولة. إن شاء الله فيها بادرة خير إن شاء الله. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, on entame cette édition avec la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Tunisie, où il a pris part à la première réunion consultative regroupant les dirigeants de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye. Le président Tebboune a été accueilli plus tôt dans la journée par son homologue tunisien Kais Saïed à l'aéroport international de Carthage. L'occasion pour le président algérien de réaffirmer la position de l'Algérie aux côtés de la Tunisie, pays frère. Lancement donc ce lundi de la première réunion consultative regroupant les dirigeants des trois pays. Objectif, poser les bases d'une future organisation de coopération afin de mieux faire face aux défis régionaux. Les détails, Sofiane Barouti. Dans la perspective d'approfondir la coordination et d'intensifier le dialogue et l'action commune, l'Algérie, la Tunisie et la Libye ont initié une nouvelle ère dans la coopération à travers la dynamisation de l'action maghrébine conjointe, dans un esprit inclusif et dans l'objectif principal d'initier le renforcement d'un bloc régional fort permettant de relever les défis posés par une conjoncture internationale marquée par des bouleversements profonds. L'initiative régionale se veut aussi une addition qualitative à la construction africaine visant au développement du continent sur de multiples dimensions. في اتفاق على أساس نخلق كيان مش ضد دولة من الدول تاع المغرب العربي ولكن تكون كيفية نتاع تنسيق عمل تشاور وتنسيق عمل. احنا مع تونس ننسق ومع ليبيا ننسق ماذا بينا ننسقوا مع بعض احسن ما ننسقوا العمل الثنائي مليح. العمل الثنائي نتاعنا جيد لا مع الأشقاء الليبيين ولا مع الأشقاء التوانسة ولا الأشقاء الموريتانيين ولكن ماذا بينا نجمع كلمتنا ولو مرة في كل 3 شهور ولا 4 شهور تشوفون. L'un des principaux objectifs du sommet tripartite de Tunis sera l'optimisation de la coordination stratégique et l'unification des visions et des positions concernant différents dossiers d'intérêt commun. L'adoption d'une vision prospective répondant aux problématiques politiques et sécuritaires posées à la région et la prise en considération du développement conçu comme matrice du décollage économique nécessaire au bien-être des peuples de la région et comme corollaire de la stabilité. À ce propos et selon plusieurs observateurs, la situation régionale instable, particulièrement dans la zone sahélo-saharienne, soumise à la conjonction de l'insécurité et du sous-développement, est l'une des principales motivations inspirant la construction d'un bloc régional fort. Un autre objectif névralgique est sans doute celui de permettre l'édification d'un cadre d'immunité régionale afin d'augmenter la résilience face aux tensions en constante intensification sur un échiquier international traversé par des complications géopolitiques mettant en péril les équilibres globaux. Initié par l'Algérie, ce nouveau cadre de concertation vise également à intensifier et à unifier les efforts pour faire face aux défis économiques auxquels sont confrontés ces trois pays d'Afrique du Nord, comme nous l'explique Mohamed Ali Ben Chaban.
Les liens géographiques entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye ainsi que le rapprochement économique ont façonné une intégration régionale réelle et effective. Le sommet maghrébin tripartite des dirigeants des trois pays soutient l'établissement d'une relation solide, formant un bloc économique visant le développement durable pour une population totale dépassant les 65 millions de personnes. En termes d'indicateurs économiques, le produit intérieur brut de l'Algérie a atteint 224 milliards de dollars en 2023, tandis que celui de la Libye a bondi à 50 milliards de dollars. Quant à la Tunisie, son PIB, pour la même période, a atteint 47 milliards de dollars. La fusion économique entre ces trois pays formerait ainsi une force économique d'une valeur de 321 milliards de dollars. Face aux crises géopolitiques et aux défis climatiques, il est inévitable de renforcer la coopération pour suivre le mouvement économique mondial. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance économique en Algérie de 3,8%, de 4,8% en Libye et de 3% en Tunisie. Ces estimations reposent sur une activité économique soutenue avec un budget alloué de 113 milliards de dollars en Algérie, 34,3 milliards de dollars en Libye et 25 milliards de dollars en Tunisie. La coopération tripartite créera un environnement commercial productif et rentable, favorisant une ouverture commerciale sans droit de douane ni barrières administratives entre les trois pays, ce qui stimulera les investissements régionaux. Ce sommet maghrébin tripartite trace la voie vers une intégration économique régionale, accélérant la croissance au service de la prospérité et du bien-être des peuples des trois pays. احنا انطلقنا من الفراغ الموجود حاليا ما هي موجهة ضد أي دولة. إن شاء الله فيها بادرة خير إن شاء الله. Et direction la Palestine pour un point de la situation à Gaza au 199e jour de l'agression sioniste. Les bombardements de l'occupant sioniste sur l'enclave palestinienne se poursuivent. Des dizaines de Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés ce lundi à l'aube dans de nouveaux massacres. Un raid de l'armée sioniste a visé l'est du camp d'Al-Marazi au centre de la bande de Gaza, simultanément avec un autre bombardement visant la zone sud-est de Khan Younes au sud de l'enclave palestinienne. Sept autres Palestiniens ont également été tués et d'autres ont été blessés hier dimanche dans un bombardement visant une maison à l'ouest du camp de réfugiés de Nusayrat dans le centre de la bande de Gaza. Les forces d'occupation sionistes ont également pris pour cible ce matin l'hôpital Al-Aouda, toujours dans le camp de réfugiés de Nusayrat, ce qui a entraîné la perturbation du système d'énergie solaire qui alimente l'hôpital en électricité et qui a entraîné également la perturbation du système d'énergie solaire qui alimente donc cet hôpital, en plus d'importants dégâts sur le site, les réservoirs d'eau et de carburant ainsi que l'ascenseur électrique. L'hôpital Al-Aouda a condamné cette attaque, la qualifiant de ciblage direct.
Et au moins 11 000 Palestiniens sont toujours portés disparus à Gaza, selon les autorités sanitaires de l'enclave palestinienne. La moyenne quotidienne de martyrs due à l'agression de l'occupation contre la bande de Gaza atteint les 172 martyrs, dont 70 enfants. Selon la même source, il y a encore un certain nombre de victimes sous les décombres et sur les routes et que les ambulances et les équipes de protection civile ne peuvent pas atteindre. Sachez également que plusieurs blessés sont arrivés à l'hôpital Al-Aqsa à Deir el-Balah après le bombardement par les forces sionistes, notamment sur les camps de Palestiniens de Nusayrat et de Marazi, ainsi que sur le littoral de Deir el-Balah et les villes de Rafah et de Khan Younes. Et avec l'intensification des bombardements, le bilan de l'agression génocidaire contre Gaza s'est alourdi une fois de plus à 34 151 martyrs et 77 084 blessés. Depuis le 7 octobre dernier, le ministère palestinien de la Santé annonce que l'armée de l'occupation sioniste a commis 6 massacres à Gaza au cours des dernières 24 heures, faisant 54 martyrs et 104 blessés. Et rien n'échappe aux frappes de l'occupant. Une mosquée a été détruite la nuit dernière dans le centre de l'enclave. Vous le voyez à l'écran, il s'agit de la mosquée At-Taqwa située dans le camp de réfugiés d'Al-Bouraj. À 1h15 du matin, nous avons soudain vu du feu, des débris et des destructions tout autour de nous. Nous avons commencé à courir et nous avons trouvé la mosquée détruite. Comme vous pouvez le voir, c'est un quartier paisible où vivent surtout des enfants. Il y a environ 45 ou 50 enfants ici. Arrêtez la guerre et mettez fin à cette situation. C'est une honte. Nous approchons du 200e jour et nous sommes entrés dans le 7e mois. Si nous étions une superpuissance et que nous subissions des bombardements aussi intenses, nous aurions déjà capitulé. Confronté au manque de moyens et d'aide humanitaire, un déplacé palestinien a décidé de construire une tente à partir d'un parachute utilisé pour le largage de l'aide humanitaire sur l'enclave déchirée par la guerre. Je vous propose d'écouter son témoignage. Lorsque le parachute est tombé en mer, nous l'avons récupéré à l'aide d'un petit bateau. Les gens ont pris l'aide et nous l'avons transformé en tente où ma sœur dort la nuit, tandis que pendant la journée, nous la transformons en magasin où nous vendons des marchandises. La raison de l'installation de la tente est la guerre. S'il n'y avait pas eu la guerre, nous aurions vécu confortablement. Il semble que la guerre va durer longtemps. Ils l'ont jeté à la mer et nous avons beaucoup lutté pour le récupérer et le bateau a chaviré 2 fois jusqu'à ce que nous le récupérions. En Cisjordanie occupée, la tension est toujours palpable. Ils étaient nombreux à s'être rassemblés lors des funérailles des martyrs tués donc au cours du raid meurtrier de l'armée sioniste dans le camp de Nour Shams près de Tulkarem. Alors qu'il rentrait chez lui, les forces d'occupation ont effectué un raid visant toutes les maisons, si bien qu'il n'a pas pu rentrer et a dû rester dans la maison de mon oncle. Pendant le siège, ils ont demandé à tous les habitants de la maison de sortir. Jihad descendait dans cette maison. Ils ont encerclé la maison et ont demandé à tous les habitants de sortir. Ils sont tous sortis. Jihad levait les mains et ils lui ont tiré une balle dans la tête. Et au bout d'1 minute, il est mort et s'allongeait sur le sol. Il était en train de mourir. Ils sont tombés en martyrs alors qu'ils revenaient de la mosquée à la suite d'une attaque aérienne. Salim et Mahmoud. Salim avait fini de prier et rentré chez lui lorsqu'il a été tué par un tireur embusqué sur place. Nous avons appelé une ambulance, mais les Juifs l'ont empêché d'arriver.
et ils ont ouvert le feu sur les médecins. Dans l'actualité également, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a reçu ce lundi à Alger le directeur général de l'Organisation internationale du travail, Gilbert Ongbo, qui effectue une visite en Algérie. La rencontre a permis aux deux parties de passer en revue les relations privilégiées entre l'Algérie et l'OIT et d'examiner les voies et moyens de les renforcer et de les promouvoir à de plus larges perspectives, notamment à travers la mise en œuvre de programmes de coopération à dimension régionale et continentale. De son côté, le président de l'Assemblée algérienne populaire, Brahim Bourali, poursuit sa visite au sultanat d'Oman. Il a d'ailleurs été reçu hier dimanche au siège du Conseil consultatif omanais par le président du Conseil, Cheikh Khalid Ben Hilal Ben Nasser Al-Ma'wali. L'occasion pour le président de l'APN de réaffirmer l'importance de renforcer les relations bilatérales via l'augmentation des échanges commerciaux, culturels et académiques, en plus d'encourager les hommes d'affaires à investir dans les deux pays, vu les potentialités économiques importantes dont ils disposent. Nous partageons les mêmes points de vue sur diverses questions arabes, territoriales et mondiales, ce qui renforce notre coopération dans d'autres domaines tels que l'économie, la culture et les sciences. Nous avons eu des discussions avec nos frères à Oman et nous envisageons de renforcer nos relations politiques pour les aligner sur nos excellentes relations existantes. Nous espérons également développer nos relations économiques et d'investissement dans un avenir proche. Il est bien connu que le renforcement des liens politiques est souvent soutenu par des partenariats économiques et des investissements bilatéraux. L'Algérie et Oman partagent un riche patrimoine culturel et historique que nous souhaitons exploiter pour rapprocher nos deux peuples frères. Retour à présent sur l'affaire USM Alger RS Berkane. La demi-finale allée de la Coupe de la Confédération CAF Total Energy, prévue donc hier soir au stade du 5 juillet d'Alger, n'a finalement pas eu lieu après que le club marocain ait refusé de jouer sans son maillot floqué d'une carte du royaume incluant les territoires sahraouis occupés. Suite à cet événement, la Confédération africaine de football a déclaré dans un communiqué porter l'affaire devant les instances compétentes. Sur le plan juridique, l'USM Alger est déclaré vainqueur par un score de 3-0 selon Rachid Tarfi, avocat et expert dans les affaires sportives. Regardez. La Confédération africaine de football va d'abord reprendre ses décisions en se basant sur les rapports des arbitres ainsi que sur le rapport établi par le commissaire de match qui ont été transmis hier soir au siège de la CAF en Égypte. La décision finale sera prise en se référant au rapport des arbitres. Sur le plan juridique, l'USMA est déclaré vainqueur par un score de 3-0. Pour Maître Rachid Tarfi, l'instance footballistique africaine est confrontée à de sérieuses difficultés. Il est aussi difficile de prédire comment elle surmontera cette crise ou alors quelles seront les répercussions de cet acte.
Aujourd'hui, cette carte géographique est considérée comme une violation flagrante de la loi et une violation du droit international, étant donné que la question du Sahara occidental est une préoccupation mondiale discutée au sein des Nations Unies. Cependant, le peuple sahraoui revendique son droit à l'autodétermination, tandis que politiquement, l'Union africaine ainsi que de nombreux États membres reconnaissent la République sahraoui démocratique en tant qu'État, étant donné que la CAF est basée en Afrique et fait partie de l'Union africaine, l'instance africaine de football est confrontée à de sérieuses difficultés et il est difficile de prédire comment elle surmontera cette crise ou quelles seront les répercussions de cet acte. Et dans ce même contexte, la Fédération sahraoui des sports a dénoncé dans un communiqué diffusé ce lundi les manœuvres marocaines visant à utiliser le sport à des fins politiques. La FSD a également exprimé sa solidarité et son soutien à l'USM Alger tout en appelant la CAF et la FIFA à intervenir pour mettre un terme aux actes de provocation et au dépassement du régime marocain. À propos du Maroc, des dizaines de manifestants se sont rassemblés dimanche soir à Meknès, au nord du royaume, pour appeler à la fin de la guerre et du génocide sioniste contre les Palestiniens à Gaza et à ouvrir le terminal de Rafah. La foule a également réclamé le rejet de la normalisation marocaine avec l'entité sioniste et protesté contre l'arrestation de militants anti-normalisation par les forces de sécurité marocaines. Le Royaume qui est justement confronté à une crise, il enregistre une hausse record du taux d'endettement, conséquence directe des budgets mis à rude épreuve. On en parle justement dans ce sujet. Commentaire Hamid Meshri, récit Narmen Zekar. Les ménages marocains cumulent un montant record de dettes selon un nouveau rapport du Haut Commissariat au Plan. Les données de l'organisme marocain officiel des statistiques indiquent que les difficultés financières sont en augmentation, en particulier parmi les classes moyennes et vulnérables. De fait d'une détresse économique très profonde au Royaume, associée à des niveaux de chômage parmi les plus hauts dans la région, de plus en plus de Marocains sont endettés pendant de plus longues périodes, a noté le commissariat au plan. En plus de la détérioration des conditions de vie des Marocains, c'est la trajectoire des prix exorbitants des produits alimentaires qui s'annonce plus troublante. L'inflation très élevée dans le Royaume, qui a mis à rude épreuve les budgets et les épargnes des ménages, est l'une des raisons principales que les Marocains n'ont jamais été aussi déficitaire. D'après les données officielles, le taux d'inflation au Maroc s'est accéléré en mars dernier pour atteindre 2,4% en rythme annuel contre 2,2% le mois précédent. Au niveau de l'inflation générale, elle s'est élevée au cours du mois de mars à 0,9% par rapport à mars 2023, après avoir enregistré 0,3% en février dernier. Selon les analystes économiques, la hausse de l'inflation générale en mars résultait d'une augmentation des prix des produits alimentaires de 0,9% et des prix des produits non alimentaires de 1,1%, un rythme supérieur à celui observé le mois précédent. L'inflation a été l'un des défis majeurs auxquels le Maroc a été confronté depuis des années, en atteignant des niveaux que le Royaume n'a pas connus depuis les années 90. Toutefois, malgré des prévisions optimistes de la Banque marocaine avec le lancement de mesures visant à atténuer l'inflation, les économistes s'attendent encore au pire à l'avenir proche. Non seulement les prix des biens alimentaires continuent à flamber au niveau des bourses internationales, mais la hausse des cours des carburants fait également de la dette énorme des ménages un cercle vicieux dans lequel les Marocains pagaillent. On reste sur le continent, appelé par le passé Terre des Burnies, qui désigne la partie forestière du pays. La Côte d'Ivoire est un pays dont le secteur agricole est un pilier de l'économie nationale. Ce secteur occupe plus de la moitié de la population active du pays et les femmes s'y mettent de plus en plus. L'exemple ce soir du village de Fapaha avec Amel Améziane Sitouni. Dans le village de Fapaha, au nord de la Côte d'Ivoire, les femmes ont formé une coopérative pour cultiver des légumes et vendre leurs produits sur le marché, leur permettant ainsi de collecter des fonds pour leur famille sans dépendre de l'aumône. Mariam Sulu est l'une de ces femmes.
Elle est à la tête de l'association des femmes Fapaha. Au moment où je ne cultivais pas oignon, quand j'ai besoin de quelque chose, je suis obligée de demander à quelqu'un. Pardon, il faut m'aider. Ou soit pour demander à mon mari, il faut m'aider. Bon, s'il n'en a pas, je prends ça comme ça. Ou soit je vais aller prendre crédit avec quelqu'un. Le projet a bénéficié de l'aide du Programme alimentaire mondial, le PAM, qui a fourni à ces femmes ivoiriennes des outils agricoles et des moyens de vendre leurs produits à la cantine scolaire locale. Nous soutenons un certain nombre de groupements agricoles constitués principalement de femmes en leur donnant justement les moyens de produire à travers la fourniture d'intrants agricoles, mais aussi de techniques agricoles pour leur permettre justement d'avoir une meilleure rentabilité dans leur culture. Le projet agricole permet également aux femmes de devenir les principales actrices de la vie du village. Elles ont acquis une place importante dans la société rurale, qui tend généralement à être dominée par les hommes. La femme qui se déploie dans le maraîcher maintenant a déjà une place réservée dans la hiérarchie nobiliaire villageoise. Tel qu'on va dire, cette femme-là travaille beaucoup, cette femme-là fait 4 hectares à elle toute seule, cette femme-là à elle toute seule représente le travail de 2-3 hommes. Donc, travailler déjà dans ces milieux-là permet qu'on vous donne une considération dans la société. Selon une étude financée par le Royaume-Uni en Côte d'Ivoire en 2020, 42,9% des femmes du pays travaillent dans l'agriculture, plus que dans tout autre secteur. Pourtant, les femmes sont plus vulnérables dans le domaine agricole, car les coutumes foncières favorisent les hommes. En Iran, l'ayatollah Ali Khamenei salue la grandeur de son pays sur la scène internationale. Le guide suprême iranien s'exprimait lors d'une réunion avec les principaux chefs militaires du pays, lors de laquelle il a été question de la riposte iranienne suite à l'attaque sioniste sur le consulat iranien à Damas. Au cours des récents événements, les forces armées ont donné une bonne image de leur capacité et de leur puissance. Elles ont également prouvé l'émergence de la puissance de la détermination de la nation iranienne au niveau international. La question du nombre de missiles tirés ou des missiles ayant atteint leur cible de l'autre côté est secondaire. La question principale est l'émergence de la grandeur de la nation iranienne et des forces armées sur la scène internationale. En Syrie, un incendie s'est déclaré sur un oléoduc dans la zone orientale de Forklos, dans la province de Homs, dans le centre-ouest du pays. Et dernière information de cette édition, un haut responsable de la défense chinoise déclare que la guerre ne peut pas résoudre les problèmes, alors que Pékin ouvre officiellement un forum naval auquel participent certains hauts gradés des États-Unis et de la Russie. Je vous propose d'écouter le vice-président de la commission militaire centrale du Parti communiste au pouvoir. Il s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture du symposium naval du Pacifique occidental. Nous devrions abandonner fermement la mentalité de la guerre froide. Les politiques de puissance sont impopulaires. Il n'y a pas d'issue à la division et à la confrontation. Et la nouvelle guerre froide est vouée à l'échec. Nous devrions rechercher la sécurité absolue, mais adhérer au jeu à somme nulle et former des factions et des cliques, en particulier en s'engageant dans des blocus en mer, ne fera qu'entraîner le monde dans un tourbillon de déchirures et de turbulences. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.